Bonjour, bienvenue au cours de projet de conception. Cette semaine, au chapitre 2, nous allons parler des esquisses de mouvement, des calculs de physique et des choix des composants. Donc, les esquisses de mouvement, première chose qu'on va faire cette semaine, une fois que vous avez bien fait la recherche de solutions, vous avez établi les différents besoins, vous avez quantifié toutes les informations importantes du projet, on serait rendu à tracer des esquisses de mouvement pour représenter notre mécanisme. Donc, des esquisses simplifiées. Par exemple, ce qu'on a utilisé avec l'élévateur de moto l'année passée, dans le cours de dessin de détail et d'ensemble, on avait tracé pour commencer une esquisse qui était, je dirais, relativement simplifiée, malgré que le projet était quand même assez simple. Donc, c'était facile de représenter les différentes membrures du mécanisme avec des lignes. Et puis, on pouvait faire varier la longueur du vérin tout simplement en modifiant une des mesures, donc le 14 pouces que j'ai ici, qui représentait la longueur du vérin. Je pouvais la faire varier et ainsi je voyais l'effet que ça me donnait sur le mouvement. Et si je ne réussissais pas à atteindre les dimensions qui étaient requises pour le projet, ben, je pouvais toujours faire varier certaines mesures, comme la longueur de ces membrures-là, ou faire varier l'angle du vérin, etc. Et je pouvais voir presque en temps réel quels sont les impacts de ces modifications-là. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire avec notre mécanisme pour le projet. Donc, on va être capable d'établir les dimensions à l'échelle de notre projet, parce que si on commence tout de suite à modéliser en 3D, il pourrait y avoir certains problèmes. Puis à ce moment-là, si j'ai des corrections à faire, ça devient beaucoup plus long de faire des corrections en 3D que de les faire juste en 2 dimensions à l'aide d'un esquisse. Donc, il y a certains projets qu'on travaille vraiment en 3 dimensions, puis le mécanisme est complexe, puis on a des effets dans plusieurs directions. À ce moment-là, l'esquisse 2D ne fonctionne pas vraiment. Donc là, on n'aurait pas le choix de travailler directement en 3D modélisé. Maintenant, pour la plupart des projets, euh, je dirais là, plus que 80% des projets, on est capable de scinder le mécanisme en plusieurs esquisses de mouvement 2 dimensions. Ce qui fait qu'on va beaucoup simplifier le travail de conception du mécanisme. Donc, un autre exemple d'esquisse de mouvement qu'on a utilisé dans le projet d'élévateur pour la plateforme élévatrice qui va dans un camion. Euh, pour cette esquisse-là, l'étudiante a fait un esquisse pour représenter grossièrement les dimensions du mécanisme et les effets que ça donnait lorsque le vérin était en extension, puis lorsque le vérin rentrait en position. Avoir fait je dirais, ces tests-là en 3 dimensions, ça aurait été extrêmement long, puis jamais on aurait pu finir le mécanisme à temps. Donc, avec cette solution-là, ça nous a permis de sauver beaucoup de temps. Euh, donc, une fois que les dimensions sont sorties avec l'esquisse de mouvement 2D qui est simplifiée, on peut y aller avec la version 3 dimensions, mais qui est quand même une version, je dirais, préliminaire du 3D, avec laquelle on va avoir des contraintes de mouvement qui sont bien positionnées, qui sont fonctionnelles, ce qui fait que je vais pouvoir tester en 3 dimensions par la suite le mécanisme en tant que tel. Avant d'y aller avec de la modélisation 3D, on peut quand même tout de suite avec les esquisses 2D, on peut quand même faire des calculs de statique. Puis pourquoi on aurait à faire des calculs de statique avant de modéliser? Eh bien, c'est que les calculs de statique vont pouvoir me donner les forces que j'ai besoin pour actionner le mécanisme. Donc, si j'ai besoin d'une force pour actionner, supposons soulever une charge, ben, cette force-là, le fait de savoir la grandeur de la force va me permettre de magasiner, supposons, un vérin ou un mécanisme, un système mécanique, par exemple, un actuateur, ou, etc., qui, dans le fond, peut-être n'est pas disponible avec les forces que j'ai de besoin ou les longueurs de déplacement que j'ai de besoin. Donc, c'est pour ça que c'est assez important, avant de commencer à modéliser en 3D, de faire quelques calculs statiques qui vont me permettre de
trouver les composantes standards. Donc, une fois que je vais avoir mes composants standards, je vais être capable de modéliser plus précisément le mécanisme, puis ensuite de ça, faire une espèce d'itération, c'est-à-dire que je vais faire des allers-retours entre l'esquisse 2D et la modélisation 3D, sachant les différentes composantes que je vais avoir. Donc, le but du calcul statique, c'est de trouver la force, par exemple, pour les vérins. Ça peut nous servir aussi à calculer les puissances pour les moteurs et les couples pour les moteurs. Donc, quel va être le moment de torsion que je vais avoir besoin dans certains systèmes en rotation, par exemple. Euh, les calculs, la façon que vous allez les présenter dans le rapport, ça pourrait être des calculs qui sont faits à l'ordi. Moi, j'aime beaucoup mieux quand c'est fait sur Word et c'est possible de le faire assez facilement sur Word, les calculs de physique. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça ne me dérange pas si vous faites les calculs à la main, donc au crayon, et prendre un scan ou une photo de ça après. Mais assurez-vous que les photos sont claires, que l'écriture est propre, que les graphiques sont bien faits. Par exemple, les diagrammes de corps libre, ces choses-là, comme on voit ici là, dans l'image. Donc, les diagrammes qui représentent les forces, je veux que ce soit vraiment clair. Ici, la photo que je vous montre, c'est limite, dans le sens que la photo n'était pas super bonne, le crayon n'était pas suffisamment foncé, ce qui fait que je ne vois pas super bien tous les chiffres qu'il y a à l'écran. Okay? Donc, moi, je veux que ce soit bien clair à l'écran, puis que je comprenne bien c'est quoi les calculs que vous avez faits, puis les graphiques aussi que vous dessinez. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas prendre le temps de bien écrire les équations, etc., aussi bien de le faire sur l'ordi parce que je ne le corrigerai pas. Si je vois que les calculs ne sont pas suffisamment clairs, je ne corrige pas, je mets 0. Ensuite de ça, calculer toutes les forces nécessaires pour le choix de composants, ça j'avais déjà parlé. Donc, très important, il faut avoir une idée des forces qu'il va y avoir dans notre système. Parce que c'est ça qui va me permettre de magasiner mes composants puis de dire, OK, j'ai besoin d'un moteur électrique de telle puissance, j'ai besoin d'un système hydraulique qui va donner telle pression, tel débit d'hydraulique, etc. Donc, si je vous donne un autre exemple d'un calcul, cette fois-là un peu plus clair, donc on voit que l'image est quand même assez claire. C'était quand même bien écrit ici, là, on comprend bien les calculs. Donc, c'est un diagramme du corps libre qui est calculé avec les autres diagrammes. Sachez qu'avec SolidWorks, c'est facile de trouver les longueurs des bras de levier. Donc, ça, on pourra en revenir en classe, là. Je pourrais vous faire certaines démonstrations là-dessus. Mais avec notre esquisse de 2D qu'on a faite pour planifier notre projet, c'est possible de faire calculer à grandeur réelle à SolidWorks, lui faire calculer les bras de levier directement. Et ça, ce que ça fait, c'est que l'avantage, c'est que ça peut nous faire éliminer beaucoup de sinus, cosinus dans nos équations, là. Et donc, ça vient simplifier vos équations, ça vient rendre le travail beaucoup plus facile au niveau des calculs de statique pour isoler les forces résultantes. Ensuite, comme je vous disais, ces forces-là vont pouvoir me permettre de choisir mes composants. Euh, Donc, pour savoir quel vérin, par exemple, je vais avoir de besoin dans mon système, je vais avoir besoin des longueurs, je vais avoir besoin des courses, je vais avoir besoin des capacités en pression. Donc, sachant l'alésage du vérin, ça va me donner la force que je vais être capable de pousser avec mon vérin. Il y a une compagnie où c'est bien documenté, puis c'est facile d'obtenir des composantes si jamais on veut réaliser le projet. C'est la compagnie Eagle. Donc, on le voit ici, là. Donc, le catalogue Eagle va me permettre sur le site Internet là, peut-être pas nécessairement de télécharger directement les composantes, mais au moins, je sais que ces composantes-là, c'est des vraies composantes que je peux acheter et non pas des trucs qui viennent de la Chine qu'on ne sait pas exactement si on est capable d'en avoir, là. Donc, habituellement, d'un point de vue industriel, c'est des bonnes composantes de qualité, puis quand même pas trop dispendieuses. Si on veut avoir vraiment de la top qualité en hydraulique, on va acheter des composantes Meller ou des composantes Vickers, qui sont des composantes vraiment plus industrielles. Euh, et puis, si on veut vraiment avoir du bas de gamme et des trucs pas chers, il existe d'autres fournisseurs facilement sur Internet. Par exemple, sur Amazon, là, on peut télécharger, on peut aller
commander des vérins qui sont faits en Chine, là, qui sont plus ou moins douteux, on va dire, là. Donc, mais qui peuvent quand même, pour certaines applications, ça peut être intéressant. Ensuite, là, je parle encore d'hydraulique. Ça ne veut pas dire que vous avez de l'hydraulique nécessairement dans votre projet, mais ça, c'était un autre exemple où j'ai besoin de calcul des forces, euh, tout dépendant du débit que je vais avoir. Donc, ça, c'est le nombre de la vitesse que je vais remplir mes vérins, dans le fond, pour faciliter ou augmenter la vitesse de déplacement. Mais ça va me prendre des unités hydrauliques qui sont plus ou moins puissantes. Donc, à ce moment-là, une fois que je connais les vitesses, puis les forces que j'ai de besoin, je peux calculer tout ce que j'ai de besoin comme système hydraulique. Donc ça, c'est vendu tout d'un bloc aussi, là, le système hydraulique. Ça comprend les moteurs électriques, les pompes, les réservoirs et les valves nécessaires pour activer ton système. Maintenant, autre étape que vous allez avoir à faire, ça va se faire, je dirais, à mi-chemin entre la deuxième remise et la troisième remise. Euh, les calculs de résistance des matériaux, c'est dans le fond une partie qui va vous guider sur quelle grosseur de composante je vais utiliser. Ça, on va l'appliquer uniquement pour les trucs qui sont plus importants. Donc, vous allez avoir habituellement dans un mécanisme là, 2, 3, peut-être 4 membrures qui vont être plus je dirais, qui vont être plus sollicitées que les autres. Euh, Puis on va le voir en faisant le design, poser des questions là-dessus, puis moi je vais pouvoir vous guider à savoir, bon, mais là, il faut que tu mettes plus d'efforts pour calculer cette composante-là, plus d'efforts pour celle-là. Euh, des composantes qui vont être en tension, d'autres en flexion, d'autres en torsion, en compression, etc. Donc, il y a des membrures qui vont subir toutes sortes d'efforts. Ça, vous avez appris dans le cours de résistance des matériaux comment calculer les contraintes dans les pièces. Donc, avec des formules comme en tension, par exemple, sigma est égal à F sur A. Donc là, on se pose un facteur de sécurité, on est capable d'évaluer quelle va être la grosseur de la composante qui va être en tension ou en compression, ou peu importe. Donc ça, il y a différents trucs qu'il faut faire attention là-dedans. Euh, donc là, il faut ressortir vos notes de cours de résistance des matériaux, puis il faut fouiller un peu, puis essayer de trouver comment je vais faire pour calculer ces différentes composantes-là. Donc, une fois qu'on connaît les différentes composants qu'on a besoin, une fois qu'on connaît la grosseur des pièces principales, je sais les grandeurs de mon mécanisme parce que là, j'ai fait un esquisse 2D, puis je comprends un peu où je m'en vais avec ça. J'ai pas mal une idée des dimensions en grandeur réelle. Là, je peux modéliser en 3D mon système. OK? Donc, on ne veut pas partir avant ça, là. Donc, il faut vraiment être, je dirais, assez certain de, de tout ce qui va composer notre mécanisme avant de commencer à modéliser. Donc, la modélisation, qu'est-ce que ça va me donner, la modélisation 3D? On le sait déjà pas mal, là, mais je tiens à vous le rappeler. La modélisation 3D va me permettre de tester dans le fond, les interférences de pièces, la qualité du mouvement que je vais avoir, est-ce que ça fait vraiment le mouvement que je veux que ça fasse, etc. Donc, c'est important ici d'avoir un mécanisme qui est fonctionnel, où les contraintes d'assemblage entre les pièces 3D vont être fonctionnelles. Pour la modélisation 3D, on ne s'attend pas à avoir un mécanisme complet dans le sens, ce ne sera pas nécessairement optimisé pour la résistance des matériaux ou l'usinage, par exemple. Donc, on n'aura pas nécessairement les pièces de meilleure dimension possible ou de meilleur poids qui ne seront pas nécessairement optimisées. Mais au niveau du fonctionnement, on va avoir quelque chose qui est entièrement fonctionnel. Moi, c'est ça que je veux corriger dans pour la première correction. Et puis, vous allez avoir, bien sûr, tout ce qui est quincaillerie, tout ce qui est éléments d'assemblage. Ce ne sera pas nécessaire de les mettre pour cette correction-là, pour la première remise. Donc, c'est seulement qu'à la deuxième remise que là, on va vraiment compléter la modélisation et s'assurer de corriger toutes les petites erreurs de la première remise. Donc, ce que ça me permet, comme je l'avais dit, ça permet de tester les mouvements du mécanisme en 3D, vérifier les interférences des pièces. Maintenant, pour le rapport, non seulement dans les remises, vous allez me remettre le 3D aussi pour la première et la deuxième remise, mais aussi dans le rapport, je veux que vous me placiez 3 captures d'écran minimum. Ça peut être plus que 3 captures.
qui va me montrer l'action du mécanisme. Donc là, je vais voir vraiment le mouvement des différentes étapes du mécanisme. Par exemple, ici, j'ai la moto qui est sur le camion. Et là, le bras va s'activer avec un vérin, puis la moto va descendre, et je vais avoir la dernière position où la moto est rendue à plat sur le sol. Donc, je veux voir dans votre rapport ces différentes étapes-là. Parce que si on présente notre rapport à quelqu'un, je ne sais pas, moi, vous l'envoyez à un client ou peu importe, le client n'a pas nécessairement SolidWorks pour venir, puis il n'a pas nécessairement les connaissances non plus de SolidWorks pour venir ouvrir votre fichier puis faire les tests lui-même puis voir comment ça se déplace. Donc, juste en mettant 3-4 screenshots, on est capable de voir en gros là, le déplacement des composantes dans votre mécanisme. Ensuite, d'autres parties que vous pouvez rajouter dans dans cette partie-là, je veux dire pour la remise numéro 1. Si jamais vous avez le temps, puis c'est quelque chose qui vous intéresse pour faire le test, ça peut être à la remise numéro 2 ou même à la remise numéro 3, si vous voulez tester certaines composantes avec les simulations. Là, il y a deux types de simulations qu'on pourrait faire. La simulation Motion et la simulation SolidWorks, qui est la résistance des pièces. Donc, pour la simulation Motion, on vous dit que c'est optionnel. Donc, moi, je ne demande pas de faire nécessairement les simulations. Maintenant, ce que ça me permet de faire, c'est que ça permet de tracer un graphique qui n'est pas nécessairement juste les efforts ou les contraintes dans les pièces, mais c'est plutôt un graphique qui va vous donner l'évolution des forces dans le temps. Donc, au fur et à mesure que votre mécanisme va s'actionner, vous allez pouvoir faire sortir des graphiques de force pour chacun des joints, par exemple, d'assemblage. Supposons ici, j'ai une goupille, je veux vérifier la force qui va être sur cette goupille-là tout au long de la progression du mouvement dans le mécanisme. Ben, Motion va me permettre de sortir ça. Donc, on le voit ici, des exemples de graphiques. Ça, le premier, c'est lorsque on a l'ouverture du système. Et l'autre graphique, c'est lors de la fermeture du système. Donc là, ça vous permet de cibler exactement c'est où dans le temps ou dans le mouvement que je vais avoir les forces les plus grandes. Et là, ça va me permettre de bien concevoir chacune des joints de rotation, par exemple, d'un système comme celui-là. Et ça donne, bien entendu, des résultats qui sont plus réalistes, qui tiennent plus compte des vrais problèmes qui peuvent arriver dans un mécanisme. C'est sûr que nous, le temps est quand même limité dans la session. On ne peut pas passer 50 heures à faire des simulations. Donc, c'est pour ça que ça reste quelque chose qui est optionnel. Mais dans certains cas, si vous êtes à l'aise avec le logiciel, après les cours de modélisation avec Yves Noël, à ce moment-là, vous allez être capable de faire ces simulations-là. Ça demande quand même pas mal de temps. Ensuite, la simulation SolidWorks, dans certains cas, je sais que vous en avez fait avec Joël déjà à l'autre session, la session d'automne. Ça pourrait arriver que certaines personnes qui ont des projets un peu moins longs, ça se peut que j'exige certaines simulations des pièces les plus critiques. Okay? Donc, pour la plupart, ça va être une partie du projet qui va être optionnelle. Mais pour certains, ça va devenir quelque chose euh, je dirais, de nécessaire, étant donné que je sais qu'il y en a qui vont avoir des projets un peu moins longs. Donc, je compense, dans le fond, pour que tout le monde ait à peu près la même quantité de travail. OK. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Bien, ça permet d'avoir des calculs de résistance de matériaux qui vont être beaucoup plus précis, qui vont cibler vraiment c'est où les faiblesses dans nos pièces. Maintenant, il y a des avantages de ça, c'est que c'est très long à simuler. Et puis que si on ne fait pas attention, ça peut nous donner des résultats qui sont carrément erronés. Et puis, on a l'impression que c'est correct, mais ça ne l'est pas. Donc, ça peut être assez dangereux de travailler avec SolidWorks Simulation. Il faut vraiment bien connaître le logiciel. Ensuite, bon, c'est ça. Comme je vous disais, il y a certains étudiants qui devront faire des simulations pour certaines pièces plus critiques, étant donné qu'on n'a pas tous les mêmes projets, la même complexité dans les projets. Donc, l'objectif pour la semaine numéro 2, on va essayer d'élaborer un mécanisme à partir de la recherche de solutions qu'on a faite. Ensuite, on va réaliser des esquisses 2D ou des esquisses ou encore des modèles 3D simplifiés qui vont nous permettre de tester les mouvements. Quand on sera pas mal sûr de c'est quoi les mouvements qu'on veut, puis l'effet que ça va donner, à ce moment-là, on peut commencer à faire certains calculs de statique. On peut aussi commencer la recherche de composants. Donc, tout ça va se faire un peu là, dans un ordre
qui est un peu un ordre d'essai-erreur où lorsque je choisis certains composants, ça va modifier les dimensions dans mon esquisse. Donc, ça va venir modifier les calculs de statique, qui pourrait aussi modifier les composants. Donc, c'est un peu comme une roue qui tourne où je dois corriger, corriger, corriger. Puis, c'est normal, ça fait partie du travail de conception. Et puis, lorsqu'on a quelque chose qui satisfait pas mal aux exigences, à ce moment-là, on peut passer à une autre étape. Donc, l'étape suivante, pour les autres semaines, c'est sûr que là, on va continuer encore à travailler sur les esquisses, sur les modèles 3D de base et aussi les calculs de statique. Par la suite, on va pouvoir travailler sur la résistance des pièces. Et quand tout ça sera fait, là, on pourra commencer à travailler sur le modèle 3D qui est plus final. Okay? Donc, le modèle 3D de la remise 1, c'est un modèle 3D qui va fonctionner, mais qui ne comprendra pas toutes les composantes, des éléments d'assemblage, etc. Donc, on va être capable de faire ça en connaissant toutes nos dimensions et tous nos composants standards. Mais comme je vous dis, il n'y a rien qui est fixé dans le béton. Au fur et à mesure qu'on avance dans notre projet, il y a plusieurs choses qui vont être corrigées et qui vont changer carrément, ce qui veut dire que ça va changer d'autres dimensions ou d'autres forces dans notre système qui devraient faire changer aussi d'autres composantes, etc. Donc, c'est un peu comme un processus d'essai-erreur. Donc, je vous laisse travailler là-dessus cette semaine et puis on se voit en classe pour des démonstrations puis d'autres explications. Bonne semaine.